Bonjour à tous, bienvenue à ce 31e épisode du Temps d'arrêt. Je suis très heureux de recevoir mon collaborateur soccer, David Coffer. Ça va bien? Ça va super, merci Étienne de me recevoir. Merci beaucoup. Alors, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, ce sera un épisode qui sera consacré 100% sur le soccer. On va déroger un petit peu de notre planning habituel et de parler uniquement du CF Montréal. On va incorporer le beau parcours de l'équipe canadienne de soccer masculine qui va jouer des matchs cruciaux dans les prochains jours, qui mènera peut-être potentiellement à une qualification pour la Coupe du Monde. Donc, ce sera la deuxième partie de l'émission. Nous allons commencer avec la saison du CF pour rappeler aux auditeurs que David est un coach, un entraîneur dans l'académie chez les juniors. Donc, il est bien placé pour commenter les activités de l'équipe et c'est un passionné de soccer depuis toujours. Donc, lorsqu'on regarde la saison en 2021, en 2021, on a fait notre bilan. On a eu une entre-saison, on va se le dire, qui a été peu occupée. Il y a eu certains éléments clés. Mais avant de se lancer dans les analyses des nouveaux joueurs, est-ce que tu as été un petit peu déçu de cette entre-saison qui était franchement sous le signe de la continuation de l'effectif qu'on avait l'année passée? Attends, parce que je suis pas sûr d'avoir compris exactement la question quand tu parles de la continuité de l'entrée-saison, c'est-à-dire depuis que la saison est terminée, puis maintenant. Par rapport à l'entre-saison, les mouvements qu'on aurait pu ou ne Ok, pas, qu'on attendait peut-être certains joueurs supplémentaires qu'on n'a pas eu. On a beaucoup misé sur l'effectif. On a prolongé des joueurs comme Ahmed Hamdi, Joaquin Torres. Donc, on était vraiment y aller avec les joueurs qu'on avait de l'année passée, là. exact. Non, super bonne question pour commencer, parce que à la fois, c'est sûr, je vais parler plus en supporter. C'est sûr qu'on est un peu déçu parce que on veut qu'il y ait des gros noms qui viennent signer à Montréal. Euh, et c'est sûr, on a tous en souvenir quand Drogba est arrivé, quand ça a été Thierry Henry en tant que coach. Écoute, c'est des choses, ça t'anime, C'est là. Et puis c'est ce qu'on excitant. veut, c'est excitant. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Donc d'un point de vue de supporter, oui, un peu déçu parce qu'au final, bah, écoute, il n'y a pas eu, comme tu dis, il n'y a pas eu vraiment de mouvement. Maintenant, en tant qu'analyste, je vais te dire que je pense que ça peut être une bonne chose Oui. d'aller sur une certaine continuité. Justement, c'est de continuer à donner du temps de jeu à des joueurs qui ont bien fait, bien performé la saison dernière, de commencer petit à petit à intégrer des jeunes. On risque d'en reparler un petit peu là, mais de plus en plus, on commence à essayer de faire investir des jeunes de l'académie aussi, justement et justement d'aller chercher une certaine stabilité. Moi, je pense que ça peut être un point positif pour cette saison. Avant de se lancer justement avec les nouveaux venus, en ce mercredi soir, là, peu importe quand vous regarderez l'émission, le CF joue son match de la Ligue des champions de la CONCACAF, son match aller de quart de finale contre l'équipe Cruz Azul du Mexique. Et là, si on regarde un petit peu le début de saison, oui, il y a déjà eu 2 matchs perdus. Mais c'est important que les gens comprennent que dans une saison où tu débutes avec la Ligue des champions, c'est très normal que les performances en club, dans son championnat régulier, si on veut, soient affectées. Il y a des matchs il y a beaucoup de matchs dans un très, très court laps de temps. On peut être dans 3 villes différentes puis jouer des matchs en l'instant d'une semaine. Et ce n'est pas seulement pour le CF Montréal, oui, qui ont perdu leurs 2 premiers matchs, mais les autres équipes de la MLS qui sont en CONCACAF ont des difficultés en début de saison. Donc, c'est important pour que les gens comprennent que le club priorise la Ligue des champions en ce moment. Donc, si c'est pour reposer des joueurs dans certains matchs de MLS, bien, ils vont le faire. Et c'est vraiment dans le but de maximiser les performances en CONCACAF. Là, on va justement parler de cet alignement qu'on a vu un petit peu depuis le début de l'année en Ligue des champions. Ce sont 4 nouveaux venus qui ont fait leur arrivée avec le CF Montréal. Et on a comme tendance de remarquer que le club va être extrêmement solide en défensive. Au niveau du gardien de but, encore une fois Sébastien Breza qui a eu une excellente fin de saison l'année passée.
On a James Pantemis dans un rôle de second. Et on a amené Logan Ketterer, qui est un vétéran MLS NASL. Sébastien Breza semble avoir la pole depuis le début de la saison. Wilfred Nancy a dit que ça va être l'homme de confiance jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que tu as confiance en lui? Oui, de ce qu'il nous a montré sur la dernière fin de saison, écoute, je pense il mérite sa place. Je pense que ça va être encore plus facile pour lui s'il sent qu'il a la confiance des joueurs et de son coach. Parce que c'est un garçon, c'est un gardien qui n'avait pas encore eu ce rôle de numéro un en début de saison. Hein, Il n'avait jamais eu cette expérience-là c'est ça exactement, professionnelle. exactement dans les saisons qu'il avait débuté. Donc je pense qu'il a acquis assez de confiance et je pense que oui, il va nous faire de belles performances. Du côté de la défensive, beaucoup des mêmes noms que l'année passée, mais c'est vraiment l'aspect qui est un petit peu le plus excitant à analyser. Depuis le début de la saison, encore une fois, une continuité. On semble vouloir préconiser un rôle de 5 défenseurs avec ses 3 défenseurs centraux et ses 2 latéraux gauche et droit. Donc, on a Zoran Bassong, qu'on a déjà discuté dans les dernières éditions du podcast. Mathieu Chouanière, qui fait de l'excellent boulot. Ce semble être les 2 titulaires à gauche. C'est au niveau central que c'est un petit peu plus excitant. On a Kamal Miller qui est devenu un régulier de l'équipe canadienne. On en parlera un petit peu plus tard pour lui. Il joue du soccer extraordinaire. On va parler du premier nouveau venu, Gabriele Corbo, qui est un Italien en prêt de Bologne jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que tu vois en lui un titulaire indiscutable? Alors écoute, pour de vrai, je le connais pas tant de ça, donc faudrait voir en fonction de ses performances. Comme tu dis, une défense à 5, mais alors avec 3 centraux, 2 excentrés qui, eux, vont avoir un gros rôle offensif, pardon. Donc c'est sûr que la défensive, elle va vraiment se reposer surtout sur nos 3 défenseurs centraux. Comme tu dis, Miller, valeur sûre, avec Team Canada, il performe super bien. Un gars physique qui n'a vraiment pas peur des confrontations, fait tout de bien, là, Kamal Miller. Ah, exactement. Hein, un nouveau général, on va dire. Voilà. Puis il est rassurant pour la défense. On a le nouveau qui vient de signer Alistair Johnson, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu jouer contre Philadelphie. On en viendra d'Alistair Johnson, qui est capable d'être utilisé dans un rôle hybride, là. Mais c'est au niveau il a vraiment de très belles qualités pour être centraux. On l'a vu un petit peu plus à droite. Donc, on a certaines interrogations dans son cas. Parle-moi un petit peu du retour, quand même surprise de Rudy Camacho. On en avait parlé dans notre bilan de fin de saison. On ne s'attendait pas à le voir. Mais là, on dirait qu'on a tendance à penser qu'il va avoir un rôle important, là. C'est pour ça que j'ai botté un peu en touche pour de vrai la dernière question que tu m'as posée, parce que tu me demandais à savoir est-ce que le joueur de Bologne, est-ce qu'il serait, d'ailleurs c'est pour ça que je me souviens même plus son prénom, est-ce qu'il serait capable d'avoir une place de titulaire? C'est parce qu'en fait, c'est ça, c'est la question, c'est quel rôle on va donner à Camacho. Parce que, écoute, Camacho, il a deux volets, hein, il a 2 facettes. Il a une saison qu'il a fait. Oh là là, ça a été compliqué. On l'a connu pour son côté très agressif, beaucoup de cartons, des grosses prises de risques. Il a coûté de nombreux buts au CF Montréal. Et on dirait qu'il y a eu comme un petit déclic la saison dernière, beaucoup plus calme. Il a pris comme un rôle aussi un peu de leader dans la défense. Et je trouve qu'il a fait une bonne fin de saison l'année dernière. On l'a même utilisé parfois même en milieu défensif pendant un moment pour compenser. Et écoute, c'est lui qui a demandé à revenir. Hein, il voulait partir. C'est lui qui a fait une demande. On lui a laissé une seconde chance. Selon toi, pourquoi est-ce que ça a été si long avant qu'on concrétise son arrivée? On sait qu'il y a eu des pourparlers. À un certain point dans l'entre-saison, c'était définitif qu'il quittait. Là, est-ce que tu penses qu'on a essayé d'amener un joueur, ça n'a pas marché, ça a été notre plan B, peut-être voir même notre plan C.
Camacho a peut-être essayé d'aller voir ailleurs. Il ne réussissait peut-être pas à avoir l'argent qu'il désirait. Il a réussi. Il a décidé de rester dans ses vieilles pantoufles confortables à Montréal. Qu'est-ce que tu penses Ouais, qui ouais, se non. cache derrière tout ça, là? Non, non, exact. Moi, je pense que, enfin, c'est même pas je le pense, je sais que Camacho, lui, il a voulu essayer d'aller voir ailleurs. Il voulait changer d'expérience un petit peu. Ça n'a pas fonctionné. Alors, ça, je ne sais pas les raisons, etc. Est-ce que c'est des raisons financières? Est-ce qu'il n'a pas trouvé le club qu'il souhaitait ou qu'il voulait? Il a fait la demande de revenir. Mais le problème, c'est que c'est ça. Si tu acceptes de le faire venir, et c'est quand même un gros salaire du club aussi, tu te dois de le faire jouer, surtout avec son expérience. Ça fait plusieurs années aussi qu'il est avec le CF Montréal. Donc là, ça devenait problématique parce que dans ces cas-là, tu ne peux pas faire venir un autre joueur de l'extérieur. Déjà que, comme on l'a dit, le poste de défenseur central, il est assez prisé. Donc, non, selon moi, il fallait faire un choix. Est-ce que tu fais venir quelqu'un de l'extérieur? Est-ce que tu reprends Camacho? Je pense qu'il n'y avait aucune entente encore fixée officielle pour faire venir un autre joueur. Donc, on a plus choisi la facilité. On prend quelqu'un qu'on connaît, on connaît Ouais. sa valeur. J'ai l'impression, je ne sais pas si tu vas être en accord avec moi, que si on avait si confiance que ça en Gabriel Corbeau, on n'aurait probablement pas amené Camacho. On l'a vu, Corbeau, c'est un joueur un petit peu plus délicat. Il a des belles attitudes techniques. Je n'ai pas l'impression que c'est un gars qui va pouvoir vraiment être un titulaire indiscutable et d'avoir de grosses, grosses minutes et avoir une grosse, grosse charge de travail. Donc, peut-être qu'on n'est pas 100% sûr de ce qu'il va nous amener. Donc, c'est une bonne police d'assurance, là, Camacho. Ouais, exact. Moi, je pense que c'est une bonne. Comme je t'ai dit, c'est sûr qu'il y a 2 saisons, et c'était compliqué. Là. Oui. On pouvait même, enfin, les gens se déchaînaient sur les réseaux. Là, c'était un peu le bouc émissaire Camacho avec les erreurs qu'il faisait. Moi, je suis certain qu'il a grandi en maturité. Je suis certain qu'avec un Miller à côté de lui, il va y avoir une belle complémentarité aussi. Je suis certain que il va devoir aussi être, comment dirais-je, irréprochable. Hein. Ouais. Le club lui a quand même donné une chance. Hein. C'est-à-dire, lui, il avait quand même dit, il part, il a décidé de partir pour revenir. Je pense qu'il est conscient de ça aussi. Non, écoute, moi, je pense qu'il va faire partie de. Ça va être le titulaire. Et d'ailleurs, ça l'a été face à Philadelphie. L'équipe peut aussi miser sur Joel Waterman, qui a quand même en belle progression depuis son arrivée avec le club, et Robert Torkelson, en qui on fondait quand même des espoirs. Bon, j'ai l'impression que ça va être difficile de lui céder une place rapidement. C'est une belle profondeur. On va en venir sur une position intéressante, celle de défenseur droit. Tu as parlé tout à l'heure de l'acquisition de Alistair Johnston. Ben, ça a été le gros coup d'Olivier Renard dans cette entre-saison. Il a été acquis de Nashville au coût de 1 million de dollars d'argent gamme, argent à dépenser. Donc, c'était un jeune qui est en progression. On l'a vu devenir un titulaire indiscutable avec l'équipe canadienne. Il a eu 2 très bonnes premières saisons avec Nashville. Mais ça solidifie cette défensive, mais ça amène quand même certains points d'interrogation. Puis j'ai hâte d'avoir ton opinion là-dessus. Johnston, depuis le début de la saison, on le semble voir un petit peu plus à droite. Avec l'équipe canadienne, joue un petit peu plus au centre. Sauf que là, à droite, on a un certain Zachary Brault-Guillard qui risque de perdre beaucoup de minutes. Donc, comment tu vois ce mix d'utilisation d'Alistair Johnston et la présence de Zachary Brault-Guillard? Est-ce que tu penses qu'il y a encore une place pour lui? Est-ce que ça peut être seulement un réserviste? Alors, c'est intéressant. Puis, je pense que ça ne va pas que être une question de niveau de joueur ou autre. Je pense que ça va être une question de schéma tactique. Ouais. Euh, euh, Wilfried Nancy, c'est clair pour le moment, il veut jouer. Moi, je le vois plus comme un 3-5-2, donc 3 centraux, 5 milieux et 2 attaquants, ou 3-5-1, ou son animation offensive, il peut la changer. Mais ce qui est important, c'est le rôle de ses ailiers. Donc, dans sa défense, si on dit que c'est une défense à 5, le rôle des 2 ailiers. Contre Philadelphie, on l'a vu, il a décidé d'aller jouer avec des ailiers hauts. On avait Lapalainen à gauche et il a fait basculer Chouanière à droite parce qu'il a voulu utiliser l'aspect très offensif de ses ailiers. Et là, dans ces cas-là, Johnson, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est revenu dans l'axe pour jouer
parmi les 3 défenseurs centraux. Donc là, ça te donne une option très intéressante avec lui, comme tu disais, un peu de défenseur hybride, puisqu'il est venu solidifier l'axe. Maintenant, si on décide de l'utiliser à droite, en tant qu'ailier, moi, je me demande son rendement offensif. Illimité. Est-ce que c'est exactement, je pense qu'il sera plus limité. Mais si par exemple, Wilfried, en fonction que ça soit du score, en fonction de l'adversaire, en fonction de plein de choses, il décide de jouer avec une stratégie, une tactique un peu plus défensive, là, il peut être intéressant, il peut être très intéressant de jouer dans le couloir, mais plus de façon défensive. C'est Donc moi, intéressant. je le vois plus un peu sur l'aspect tactique, plus que sur la performance en tant que telle du joueur. Mais je pense que dans une équipe et surtout dans une défense, c'est hyper important d'avoir un joueur comme ça qui est capable de jouer plusieurs positions, aussi bien dans l'axe que sur le côté. Maintenant, je pense que Zachary Broguillard, oui, c'est sûr, il va y avoir de la concurrence. Ça ne va pas être facile pour lui. Mais écoute, ça va être à Wilfried de faire ses choix. C'est très intéressant ce que tu amènes sur ce point-là du couloir à droite. Le rôle du titulaire, le titulaire pourrait dépendre de l'adversaire qu'on affronterait. Donc, comme tu as mentionné, dans un affrontement un petit peu plus défensif, ben là, on pourrait se permettre d'avoir Johnston à droite. Parce qu'on le sait que le principal défaut de Zachary Broguillard, ben c'est ses couvertures défensives. C'est d'être assigné à un joueur puis d'être capable de le suivre dans la zone défensive puis de ne pas perdre sa couverture, chose qui est assez complexe pour lui. Mais ses qualités offensives ne sont pas remises en doute. C'est un garçon très rapide qui est bon avec ballon au pied, qui amène beaucoup. Donc, je pense que c'est très intéressant justement d'avoir cette formation hybride-là, d'amener Johnson qui est un gars solide, qui lors de l'utilisation de Broguillard, ben, on pourrait avoir Johnson qui est un petit peu plus du côté droit, central, mais à droite, puis qui pourrait vraiment pallier aux carences de Broguillard. Donc, ça amène vraiment un casse-tête très, très intéressant pour Nancy en défense. Là. Il y a quand même beaucoup de très beaux éléments avec lesquels il peut jongler. Là. Bien sûr, mais j'ai envie de te dire, je préfère qu'il y ait trop d'éléments que pas assez. Hein. Une Absolument. saison, elle est longue. Là, justement, il y a la Ligue des Champions, la CONCACAF, qui sont en train de faire. Il y a des joueurs qui sont beaucoup utilisés en équipe nationale aussi. Il va y avoir du roulement. Donc, non, c'est important d'en avoir plusieurs. Pour le reste de l'alignement, on pourrait pratiquement faire un copier-coller de l'édition de l'année passée, de la présentation de l'effectif. Ça a très, très peu changé, mais tout de même, le rôle des joueurs a changé. L'année passée, on vous les présentait comme de vulgaires inconnus pour la plupart. Hein. On avait très, très peu entendu parler de plusieurs de ces joueurs. On va commencer au milieu de terrain centraux, mais on ne va pas trop s'attarder sur notre Victor Wanyama, notre Samuel Piet qui est incommodé avec une blessure actuellement. Je pense que, comme on a vu l'année passée, il y a moyen de les utiliser tous les deux à tandem à certaines reprises et en variation. C'est un petit peu plus haut que ça qui était intéressant. Georgi Mihailovic est en train de vraiment se faire un nom extraordinaire à travers la MLS, mais la planète soccer aussi. Là. On commence à beaucoup parler de lui en Europe. Donc, c'est vraiment le catalyseur de ce milieu offensif-là. Là. Ouais, c'est sûr, hein, il a fait une saison incroyable. C'est un très jeune joueur. Écoute, quand tu le regardes jouer, bon, déjà, c'est un joueur très technique. C'est un joueur qui est capable de te casser des lignes, qui est capable de t'éliminer facilement. C'est un peu, on va dire, c'est le déclencheur de notre attaque. Il peut être très complémentaire aussi avec Kyoto, avec un Kyoto qui est capable de prendre la profondeur. Non, non, c'est sûr, il va avoir de plus en plus de responsabilités, mais je pense qui, il est assez équipé pour justement être capable de répondre présent. Et non, non, il va falloir lui donner un grand rôle. Et je pense que c'est un joueur, on va le sentir tout de suite. Hein. Dès qu'il est dans les grands soirs, l'équipe, offensivement, ça va aller super bien. Et à Ouais. l'inverse, dès qu'il va baisser un peu de rythme, ben, c'est là où tu vas sentir tout de suite un semblant de moins bien pour l'équipe. L'équipe mise aussi sur Ahmed Hamdi et Mitko Miljevic qui ont quand même une belle progression depuis leur arrivée. Un nom que je veux t'entendre analyser et que peut-être tu peux nous dire certaines informations sur lui. On a vu à quelques reprises depuis le début de la saison la présence d'Ismaël Koné qui est Bien un petit sûr. peu
peut-être remplacer oui, c'est sûr qu'il y a plus de temps de jeu en l'absence de Samuel Piette en ce moment, mais c'est un très jeune joueur, 19 ans, produit de l'académie, démontre de très, très, très belles choses. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur lui, là? Alors écoute, Ismaël Koné, c'est un joueur très atypique. Écoute, il a un parcours très particulier. J'ai mon adjoint, j'en parlais justement mardi avec mon adjoint, et il me disait, mais Ismaël Koné, c'est hallucinant. Il y a 3 ans encore, je jouais avec lui au parc, Ah ouais. certaines fins de semaine du côté de NDG. Écoute, donc c'est un pur produit québécois qui, euh, qui s'est formé, mais de façon assez personnelle, on va dire, qui est rentré à l'académie il n'y a pas si longtemps que ça. Écoute, mais avec un talent brut, lui aussi, c'est un joueur avec énormément de talent. C'est un joueur hyper jeune, mais déjà, j'ai eu la chance de le voir jouer contre Philadelphie. C'est un joueur qui prend déjà beaucoup de responsabilités, surtout au milieu de terrain. Hein, c'est un poste super important, qui n'hésite pas à faire le dribble quand il faut, à casser une ligne, à distribuer le jeu, présent dans l'impact. Écoute, moi, il m'a vraiment beaucoup impressionné. Et je pense que c'est un joueur justement auquel on parlait un petit peu avant de l'entre-saison sur lequel on misait pas forcément beaucoup. Et je pense qu'il va avoir un bel impact cette saison. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu voir. Puis Olivier Renard, justement, avec confiance en ces joueurs-là, il a laissé partir des joueurs comme Emmanuel Maciel en sachant qu'il avait un Ismaël Koné qui pouvait arriver, qui était prêt. Donc, on parle ici d'une progression fulgurante dans son cas. Je vais prendre la balle au bon et je vais te mentionner certains commentaires que Rudy Camacho, je ne sais pas si tu as eu vent de ce qu'il a mentionné sur lui, euh, que c'est un joueur qui est très, très, très rempli de talent, mais qui devait peut-être faire attention parfois sur son éthique de travail. Et on pense tout de suite à un Balou Tabla qui avait un talent fou, mais qui n'a peut-être pas toujours pris les meilleures décisions, n'a peut-être pas toujours mis son entraînement à l'avant-plan, n'a peut-être pas toujours fait tout ce qu'il faut pour être au top de ses capacités. Qu'est-ce que tu peux nous dire de justement cette facette de comment est Ismaël Koné en dehors du terrain de soccer? Alors, je t'avoue, je ne le connais pas personnellement, donc je pourrais pas vraiment dire, mais comme je t'ai dit, ça ne m'étonne pas dans le sens que c'est un joueur qui n'a pas connu le professionnalisme, c'est-à-dire qu'il s'est formé dans les petits clubs ici dans les régions de Montréal, puis comme je t'ai expliqué, là, il n'y a pas si longtemps que ça encore, il jouait dans les parcs. Donc, c'est un joueur qui sûrement est en train de découvrir le monde professionnel. On lui donne déjà de grosses responsabilités. Hein. Euh, j'ai confiance au staff, surtout en Wilfried Nancy, là, pour ça. J'ai confiance en tout le staff du CF Montréal pour être capable de bien l'encadrer, aussi aux plus anciens, justement, aussi d'être capable de prendre sous leurs ailes des jeunes comme ça. Mais oui, je ne peux pas te donner d'informations, comme je t'ai dit, je ne le connais pas personnellement. Mais moi, Mais ces j'espère joueurs-là beaucoup. doivent faire quand même très attention parce qu'on l'a vu, Tabla avait un talent fou, sa carrière est Bien pratiquement sûr. terminée maintenant. Ils ne peuvent pas se permettre de passer une, deux, trois saisons en prenant un petit peu leur poste pour acquis, car leur progression, oui, est déjà impressionnante depuis le début de leur carrière avec le club, mais ils doivent saisir leur opportunité ces jeunes-là peuvent se faire leur place dans la MLS, là. Ah, bien sûr. Puis dans le football, même dans tous les sports, j'ai envie de dire professionnels, le talent ne suffit plus. Peut-être qu'à une époque, il suffisait. Maintenant, de nos jours, il ne suffit plus. Le talent, ça va peut t'aider à franchir certaines étapes, mais au bout d'un moment, ton hygiène, ton éthique de travail, etc., là, elle est tout aussi importante que ton talent. Donc, oui, non, non, ça c'est. Mais comme je dis, je ne suis pas inquiet. Je suis certain que Excellent. l'encadrement là, du CF Montréal là, va faire en sorte Et puis, tu qu'il es bien placé rentre dans pour le nous le moule. dire. On va parler des milieux latéraux offensifs. On peut miser sur, tu en as parlé tout à l'heure, Lassila Palanen et Joaquin Torres, qui a été une révélation l'année passée. Si ces deux garçons-là peuvent être en santé, puis pour la Palanen, ça a été un défi depuis son arrivée à Montréal. Je pense qu'on pourrait avoir deux éléments très, très solides. Mais ce qui est un petit peu inquiétant, c'est la profondeur derrière ces postes-là. Puis on a plusieurs jeunes de l'académie qui peuvent pallier à court terme des Jean-Daniel Assis, des Rida Zouir, mais
à long terme, on est un petit peu mince au niveau de la profondeur des latéraux offensifs, là. Ouais, c'est sûr, la Palainen, moi, c'est un joueur que j'appréciais beaucoup, surtout lorsqu'il est arrivé. Ensuite de ça, il a connu une grosse blessure. Il a été écarté des terrains pendant assez longtemps la saison dernière. Là, il revient bien avec un but contre Philadelphie, justement. C'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de profondeur, quelqu'un de très rapide. Donc, non, non, c'est un joueur que j'aime bien. Mathieu Chouanière, très belle éthique Peut de dépanner, ouais, au milieu travail. offensif. Ouais. Il peut dépanner aussi justement pour donner un peu de profondeur aussi à ce poste. Il y a Rida Zouir lui, c'est un pur produit de l'académie aussi. Il arrive en 2016 à l'académie. Nicolas Gagnon, qui était son entraîneur, fait que dire de bien sur lui. C'est un gars qui a beaucoup de caractère, ressemble un petit peu à Ismaël Koné aussi, c'est-à-dire très jeune joueur, conscient de ses qualités et qui n'a pas peur. C'est-à-dire que sur le terrain, là, il va prendre des initiatives, pas timide. Alors bon, des fois peut-être en prendre trop, hein, mais au moins il en prend. Vaut mieux en On prendre on que l'a trop vu que pas assez. contre Santos Laguna, n'avait pas l'air impressionné face aux défis qui se présentaient à lui. Donc, a eu très peu de minutes, là, mais a vraiment bien fait, là. Bien sûr, même contre Philadelphie, j'ai trouvé qu'il est rentré trop. Selon moi, je l'aurais fait rentrer peut-être un petit peu plus tôt. On était à 11 contre 10 là, avec l'expulsion d'un des joueurs de Philadelphie. Il est rentré dans les dernières minutes de jeu, mais il est allé provoquer, balle au pied. Non, il n'avait pas peur. Il veut faire la différence. Donc, c'est bien. Ça donne aussi un vent de nouveau, un petit peu de la jeunesse qui pousse derrière et qui oblige aussi justement aux titulaires et aux plus anciens de se dire, OK, mais le poste, il n'est pas que acquis. Donc, On va conclure cette analyse de l'effectif du CF par peut-être probablement la position la plus polarisante, celle des attaquants du club. On mise sur un Romel Kyoto qui, lorsqu'il est présent, est un des joueurs les plus dynamiques probablement de la MLS. Par contre, il faut qu'il soit présent, hein. On sait que autant que sa fougue peut être un atout, que ça le met souvent dans l'embarras, autant en Ligue des champions, actuellement, il est suspendu, trop de cartons jaunes. Un carton rouge dès le premier match de la saison, donc expulsé pour le deuxième. Donc, ça va être extrêmement important que s'il est en santé, qu'il puisse gérer ses émotions parce qu'on regarde, c'est quand même une position qui est vulnérable. Après ça, il y a Mason Toy qui est un très bon joueur, mais ça semble être une très mauvaise constante dans son cas d'être constamment blessé. Par la suite, Sunusi Ibrahim qui est blessé aussi. Bjorn Johnson est blessé. On ne sait vraiment pas dans quel état il va pouvoir venir. Il a été vraiment affecté par la COVID. Donc, puis en ce moment, on mise uniquement sur Kei Kamara, qui devait être une police d'assurance, a quand même 37 ans, est un des nouveaux venus du club, est une ancienne vedette du circuit Garber, mais ce n'est plus du tout ce que c'était. C'est une acquisition que j'aime beaucoup, dans le sens qu'il peut vraiment aider nos jeunes à progresser puis avoir une belle présence dans le vestiaire. Mais il ne faut pas que ce gars-là ce soit ton partant à chaque match. Donc, on se retrouve un petit peu avec un problème de profondeur. Même si on a quand même plusieurs joueurs, on a un problème de profondeur avec l'attaque, là. exact. Alors, si tout le monde est rétabli de blessure, je te dirais, on est tranquille, on est bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Puis sur une saison, hein, avec les matchs qui vont s'enchaîner, ça ne sera pas le cas non plus toute la saison. Comme tu dis, Kyoto, je pense que c'est notre numéro un partant. J'adore cette forme de grinta qu'il a, puis son caractère qui, malheureusement, parfois lui joue des tours. Mais écoute, c'est notre partant numéro un. Et même chose comme Janovic, c'est des joueurs qui, quand ils sont en forme, là, tu sais que ça va performer. Là. Tu sais que ça va les marquer. Ouais. Et comme tu dis, dès qu'ils sont plus là, qui sait qu'ils sont là derrière? Toy il avait connu tellement un bon début de saison l'année dernière, puis qu'on a espoir en lui, mais On ne sait pas si ça va se il a répéter dans connu son des cas. blessures, etc. Là, il a été blessé encore pendant l'entre-saison. On dit qu'il devrait peut-être revenir d'ici 2-3 matchs, mais bon, on ne sait pas encore. On ne sait pas non plus comment il va revenir, avec quelles conditions physiques, avec quelle confiance. Euh, alors, comme tu dis, je pense que pour pallier tout ça, on a fait appel à Camara. Mais écoute,
Oui, moi j'ai le souvenir d'être allé au stade Saputo. Je pense qu'il jouait avec la Nouvelle-Angleterre. Puis chaque fois qu'il venait, il marquait un doublé à tous Avec les le matchs Whitecaps aussi. contre Nous le a souvent CF fait Montréal. très mal, là. Mais comme tu dis, à 37 ans, c'est plus la même chose. Ça s'est vu d'ailleurs, selon moi, contre Ouais. Philadelphie. Très, très peu de ballons touchés. Il a pesé peu sur la défense. Alors, à sa défense, bon, des fois, ça prend un certain temps aussi pour s'adapter Ouais. à un nouveau système, à une nouvelle équipe. Écoute, Johnson, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est C'est avec la lui. dernière chance pour lui, là. Il était à côté de moi dans les tribunes. Écoute, il était là avec sa femme et son bébé là, à côté de moi dans les tribunes. Il n'était même pas sur les bancs des remplaçants. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il en est avec lui. Je ne sais même pas à quel point on va lui faire confiance. Pourtant, c'était un gars avec du potentiel, puis qu'on annonçait On misait comme énormément, ouais. qu'on misait énormément. Est-ce qu'on va lui laisser une nouvelle chance encore? Écoute, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas Wilfried. Sans blesser, j'ai confiance en notre attaque avec Ouais. et même beaucoup de complémentarité. C'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous le même, ouais, les mêmes caractères entre, comme je dis, un Kyoto, un Toy, un Camera. C'est des gens qui peuvent être très complémentaires. Mais bon, là, il va falloir croiser les doigts pour pas qu'il y ait de blessures parce que sinon, ça va être compliqué. En terminant, j'aimerais savoir ton opinion sur le fait que ça, c'est une autre prise qui n'a pas été faite, une autre annonce qu'on attendait dans l'entre-saison qui n'a pas été faite. Le rôle de président n'a toujours pas été comblé. Ça n'a pas été. Il n'y a pas eu d'annonce à ce niveau-là. Il y avait plusieurs rumeurs. L'équipe s'est vraiment faite muette à ce niveau-là. On Parler à Joey Saputo, c'est pratiquement impossible. Donc, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une priorité pour le club? Pour toi, est-ce que c'est inquiétant que ça n'a pas été fait encore? Écoute, il y a pas si longtemps que ça, j'en parlais avec les autres coachs, puis on se rendait compte que, écoute, ça s'est fait en fait tellement, il y a tellement eu peu de communication, on va dire, après le départ de Kevin Gilmore, qu'on en a même oublié qu'il n'y avait pas de président, quoi. Ça s'est fait comme ça, puis on a eu zéro communication, zéro nom qui ont commencé à circuler. Enfin, ça a été silence radio total, qu'on dirait qu'on se l'est même approprié. Enfin, c'est paru normal, on en a même oublié. Puis l'autre fois, j'en parlais avec les autres coachs, je disais, mais c'est pas possible, en fait, il n'y a personne qui est là pour remplacer Kevin Gilmore. Je pense que Olivier Renard joue un Oui, énorme rôle dans le oui, oui. club. D'ailleurs, on est en train d'en parler pour essayer de le faire renouveler assez rapidement, parce que je crois que son contrat, il arrive à échéance bientôt. Selon moi, il joue un rôle, alors c'est pas Primordial. pareil que Ouais. président, mais vraiment primordial. Le club repose beaucoup, beaucoup sur ses épaules. C'est vraiment c'est une personne d'expérience. Mais écoute, d'un point de vue, oui, que ce soit administratif, hein, d'un point de vue Et dans le club, c'était un petit peu décevant de voir le nombre, l'assistance pour le premier match au stade olympique, premier match de la MLS. Oui, 13 000 personnes seulement. J'ai l'impression que peut-être en nommant un président, on aurait pu faire mousser un petit peu les activités du CF dans l'entre-saison. Là, on est allé chercher quelques joueurs, le plus gros étant Alistair Johnston. Oui, on a fait un petit peu sa promotion. Pas plus que ça, à mon avis. Selon moi, on a manqué un petit peu notre coup au niveau marketing. Là. Oui, on parle du parcours en Ligue des champions, mais il n'y a pas de buzz actuellement du tout ah en ville. C'est sûr que les matchs ne sont pas diffusés à TVA Sport et on ne peut pas y avoir accès au câble régulier, donc ça n'aide pas. Mais l'équipe a manqué le bateau, selon moi, et ça paraît dans le nombre ouais. d'assistances puis dans l'intérêt qu'on montre à l'équipe. C'est déplorable. Je te rejoins entièrement. Alors, bon, pour l'assistance, tu as raison, je ne sais pas, parce qu'avec les mesures du Covid dans le stade olympique, mais même au-delà de ça, j'ai des souvenirs. Moi, écoute, quand j'allais au stade pour les matchs 60 000. d'ouverture, ouais, à l'époque, ouais, puis surtout, il y avait des animations, il y avait des tailgates, je me souviens, là, il y avait des boucliers, parce que c'était l'emblème Ouais. hein, de l'Impact Montréal, il y avait ouais, des jeux son et lumière, etc. C'était une vraie fête. Là, écoute, j'en rigolais avec mes collègues à côté de moi. Là, il y avait un ballon BMO au milieu, un gros ballon Très gonflable, c'est amorphe. tout. Hein? C'était avec les speakers qui nous arrachaient les oreilles. Ils sont beaucoup trop forts. Écoute, non, ouais, écoute, je me pose aussi
les mêmes questions. Quelle est la stratégie du club, même par rapport à ses supporters? Est-ce que on sait qu'il y a eu la grève des supporters, on ne sait plus trop où est-ce que c'est rendu. Pendant un moment, même les bruits couraient, on va dire, les bruits en interne couraient qu'on allait revenir sur un nouveau changement de nom et que ça devait se faire de façon Ça n'a imminente. pas été fait. Finalement, ça n'a pas été fait. Écoute, là, je suis Et, tout autant dans le flou puis dans le brouillard que toi là-dessus. et on dirait que c'est le soccer à Montréal qui a le potentiel d'exploser, mais qui Bien ne sûr. prend pas sa place. Puis je vais faire un petit peu un lien avec notre deuxième sujet, puis ça mènera à une discussion qu'on aura une autre fois, à quel point la ville de Montréal a manqué le bateau complètement. Premièrement, dans les matchs de qualification de l'équipe nationale canadienne Mm. et simplement d'avoir sa place en tant que ville hôte à la Coupe du Monde. Ah, On a complètement manqué une chance qui est unique parce que, et on en viendra très, très bientôt, mais on a une équipe canadienne qui est franchement dynamique, mais encore une fois, Montréal ne semble pas vouloir prendre la place qui lui revient en tant que ville euh, importante au niveau soccer nord-américain. Là. écoute, j'avais le cœur déchiré là, quand j'ai entendu cette annonce comme quoi Montréal n'allait pas être une ville haute pour la Coupe du Monde. Je pense que tu n'as pas plus gros événement mondial pour faire la promotion du Ça aurait foot ramené des retombées dans, économiques énormes. Là. puis pour ta ville, pour tes jeunes, pour ton pays. Écoute, moi, j'ai France 98, alors que bon, c'était déjà un pays du football. Mais écoute, je peux te dire où est-ce que j'étais, à quel C'est ça, endroit j'étais, des avec qui souvenirs. j'étais. C'est des souvenirs incroyables. Puis je veux dire, il y a tellement, tellement, tellement de pays, de villes, de personnes qui aimeraient pouvoir vivre une expérience comme ça. Là, écoute, j'avais le cœur brisé. Nous, on a, Moi, on je a, pensais, ouais, c'est une on question a de décidé de politique. Écoute, cracher sur cette opinion, euh, sur cette opportunité-là. C'est écoute, très malheureusement, décevant. c'est pas nous qui prenons les décisions. Ça doit être des décisions politiques. Mais oui, comme tu dis, je pense que écoute, moi, je suis arrivé en 2009. En 2009, ici, moi, j'étais à Sherbrooke, à l'université. Puis, oui, le soccer, c'était un sport qui était énormément pratiqué, mais de façon très, très, très ludique. C'était un Ouais, loisir. Là, il y avait voilà. très, très peu de compétitifs. Dans les clubs, les coachs, à l'époque, c'était des pères d'enfants qui jouaient Ouais. auquel ils n'utilisaient pas les bons termes. C'était pas, écoute, tu pouvais pas parler stratégie, tu pouvais pas parler tactique. C'était vraiment, tu sentais que c'était très peu développé. Il n'y avait pas de club en MLS. Les équipes, elles jouent à Claude Robillard, l'équipe Là, professionnelle. ça a Enfin, le club complètement école, il était changé. à Là. Trois-Rivières. Enfin, je veux dire, et depuis l'entrée du CF Montréal en MLS, écoute, déjà, j'ai senti qu'il y avait un nouvel élan, vraiment un nouvel élan. Ouais. Et de plus en plus de clubs qui se forment, qui forment des coachs, etc. De plus en plus de l'aspect compétitif. Et, et c'est comme si, tu vois, ça avait pris vraiment, vraiment, vraiment pris de l'ampleur. Et là, on pouvait continuer dans cette direction-là. On pouvait continuer à faire monter la courbe. Et là, ouais, écoute, c'est comme tu dis, On c'est met nous-mêmes, décevant. on se met nous-mêmes des Ouais, bâtons dans les roues et c'est décevant. ouais, exactement. On va, On ne saisit pas les opportunités. Et attention, c'est des voilà. opportunités, là. Être hôte d'une Coupe du Monde, là, ça t'arrive une fois tous les 50 ans, tous les 100 ans, là, pour le Canada. Là. Et avant cette Coupe du Monde 2026, ben, il y a celle de 2022. Puis ça va Ouais. faire la transition avec notre deuxième sujet, le parcours de l'équipe nationale canadienne qui, on en parlait il y a 6 mois, puis on aurait eu une discussion là-dessus, puis on aurait dit, ouais, il y a des bons joueurs, c'est le fun, on suit l'équipe, c'est intéressant. Coupe du Monde, ben écoute, on ne sait jamais quoi on rêve. Mais là, on est à 3 parties. Il ne reste plus que 3 parties dans le processus de qualification de la Coupe du Monde. C'est quand même un processus de 14 parties. La fiche du Canada est de 7 victoires, 14 matchs nuls, 0 défaite. On a 25 points. On est en première place du groupe. On est 4 points devant les deuxièmes, 8 points devant les quatrièmes. On sait que c'est les 3 premiers qui se qualifient directement. La 4e position joue un match de barrage contre une équipe de l'Océanie. On veut pas se rendre là. Et le Canada joue ses 3 prochains matchs. Le premier au Costa Rica le 24 mars, à la maison contre la Jamaïque le 27 et au Panama le 30. Et on est à une seule victoire de se qualifier. On peut pratiquement déjà dire que c'est mission accomplie. Et avant de parler des joueurs qui font partie, des principaux joueurs qui font partie de cet effectif-là, parle-moi un petit peu de
oui, de ce que tu as ressenti en regardant les derniers matchs de l'équipe canadienne, mais de voir aussi la passion des spectateurs qui étaient présents, que ce soit à Hamilton, à Toronto ou à Edmonton. C'était des matchs qui étaient complètement fous, là. Ah ouais, alors écoute, comme tu dis, pour moi, la Team Canada, c'était nouveau. C'est nouveau. C'est une équipe que j'ai pas, écoute, je n'avais jamais vraiment trop entendu parler. Je connaissais pas bien les joueurs, etc. Et là, il y a un engouement qui est arrivé Incroyable. là, avec ces qualifications, de part par les résultats, comme tu dis, 7 victoires, 4 matchs nuls, seule équipe invaincue, c'est à pas avoir perdu un seul match durant ces qualifications, avec des équipes quand même contre les États-Unis, contre Le le Mexique. Mexique. Je veux dire, 4 ans auparavant, là, c'était 3, 4, 5 buts d'écart entre les deux équipes à chaque fois. Et là, c'est même plus, on n'est même pas rendu à faire, on n'est même plus à faire douter ces équipes-là. On est même rendu à les dominer. Moi, je regardais les matchs contre les États-Unis, contre le Mexique. Écoute, c'est une équipe qui est du Canada, tu sais, qui joue avec ses forces, qui est Et volontaire, qui n'a pas peur d'aller c'est vers ça. l'avant. Écoute, pendant un moment, on disait oui, mais Alfonso Davis, on a un grand joueur. Alfonso Davis, les 3, 4 derniers matchs, il n'était même pas Il présent, il les a était blessé. manqués. Et Il les a manqués. on a battu les États-Unis, entre autres, dans ces matchs-là, là. Exactement. C'est une équipe qui est belle à voir. Écoute, moi, ce que j'adore, c'est que je découvre des joueurs. Écoute, Larin, qui joue au Besiktas. Écoute, c'est pas le championnat turc, c'est pas un championnat que je suis. Boum, je suis allé voir un Un beau petit peu championnat quand sur même, hein. lui. Ouais, ouais, beau championnat, mais j'en suis déjà trop. Donc, Mais on va donner crédit énormément à l'homme qui a changé la dynamique de ce programme-là. Il y avait on regarde l'alignement, beaucoup de vétérans qui se débrouillaient, hein. On avait des résultats honnêtes de temps en temps contre des équipes correctes. Mais John Herdman a complètement changé ce programme-là. On l'avait vu avoir un impact immédiat avec l'équipe nationale féminin. Il avait gagné beaucoup de notoriété dans ce rôle-là. Il est assisté de Mauro Biello qui connaît énormément le produit canadien. Donc, il a amené vraiment un vent de renouveau. Et comme tu as dit tout à l'heure, on joue selon nos forces. On a un système qui est bien à nous et on est très frustrant contre nos adversaires. On pense à un match contre les Américains. Ils ont eu l'avantage, même contre les Mexicains, ils ont eu largement l'avantage au niveau de la possession, au niveau des tirs au but, des tirs cadrés. On a su profiter des erreurs de l'adversaire. On est compact en défensive. On est extrêmement rapide en relance. Mais c'est ça nos forces. On va ah, commencer bien avec sûr. une des belles histoires de cette équipe-là. C'est celle de Milan Borjan, le gardien, qui est maintenant rendu titulaire. 34 ans, joue en Serbie, a toujours eu des performances honnêtes en équipe canadienne, mais là, il a fait des arrêts complètement spectaculaires en match de qualification, là. Donc, c'est vraiment sa part de lui et il amène une énergie incroyable à toute son équipe, là. Ah ouais, puis écoute, moi, ce gardien, ouais, il m'impressionne parce que quand tu le regardes, écoute, même ça, en France, on dit ça dégaine, c'est son apparence. Il joue avec un pantalon, tu sais, un pantalon très, très large, un pantalon de jogging. Quand tu le regardes comme ça, je sais pas, moi, j'ai pas l'impression de voir un, un gardien de but Ouais, là qui va un gars performer, athlétique. etc. Ouais, et un gars athlétique. Écoute, et quand tu vois ce qu'il fait, il a fait des arrêts décisifs. Là, je sais plus, je crois que c'est contre le Mexique ou Le aux Mexique, les États-Unis, États-Unis, à le 2 minutes Panama. de la fin, une sorte de double arrêt incroyable, etc. Ouais. Alors, c'est quelqu'un d'assez atypique, hein, mais écoute, Ouais. il met en confiance sa défense, il fait les arrêts clés. Pour le moment, tout lui réussit. Écoute, on va croiser les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible. Et comme tu dis, c'est une belle histoire, une belle aventure pour lui. Donc, faut qu'il continue comme ça. Du côté, on a Maxime Crépeau, l'excellent gardien du LAFC, Ouais. qui le seconde. Du côté de la défensive, on va retrouver quand même plusieurs joueurs qu'on connaît du CF Montréal et qu'on a déjà discuté. Kamal Miller, une pièce essentielle. Alistair Johnston, ce sont des titulaires. On a le vétéran Steven Victoria, il a quand même 35 ans, donc c'est le vétéran de la défensive centrale qui joue en première division portugaise. Personnel, on y va beaucoup, dépendamment des joueurs qui sont disponibles, on y va beaucoup d'un schéma similaire à celui qu'on peut voir avec le CF, donc 3 centraux, 2 défenseurs latéraux. Et le joueur qui m'a le plus impressionné, oui, Richie Laria a fait du très, très bon travail à droite, mais c'est Sami Adekugbe
Du côté gauche, que j'ai découvert dans ce processus de qualification-là, honnêtement, je ne le connaissais pas. Il ne jouait pas en MLS. Il joue en première division turque, il a quand même 27 ans, mais c'est un gars qui est extrêmement rapide, qui se fait rarement battre, là. Ouais, non, tous les joueurs que tu as cités sont. Écoute, c'est des joueurs qui individuellement sont des bons joueurs, c'est des professionnels, hein, Ouais. euh, mais je trouve que leur force, c'est leur collectif. Ensemble, ouais. C'est-à-dire, c'est que c'est vraiment, tu sais, quand on parle nous, souvent les coachs, on parle tout le temps de bloc équipe. Il faut que ton équipe, ça soit un bloc, puis on se déplace en bloc, etc. Et tu sens que cette défense, et que tu changes un élément ou un autre, elle garde ce bloc-là, là, et c'est tellement frustrant pour l'adversaire. Écoute, tu le vois des équipes, enfin les États-Unis, le Mexique, je pense, parce que c'est les deux plus grosses équipes dans leur groupe de qualification. Écoute, c'est tellement frustrant de se confronter face à ce bloc qui ne cède pas. Hein. Je pense qu'ils ont un des records, il faudrait surveiller, mais ils ont un des records du nombre d'équipes qui a pris le Le moins de moins de buts buts. sur les, je crois, et qui en a marqué le plus, donc qui ont un différentiel élevé, je crois, sur les 30 derniers matchs. J'avais lu un article un peu passé là-dessus. Ouais. Donc c'est vraiment une force collective, moi, qui m'impressionne chez eux. Puis le mot que tu as dit que je préfère, c'est la complémentarité. On a un Kamal Miller, par exemple, du côté gauche de la défensive centrale, qui est un rock, là. C'est un gars qui est tellement solide, va stopper énormément d'attaques, puis la relance passe par Adekugbe qui n'est simplement pas fatigable. On pense à son Bien but sûr. contre le Mexique, si je ne me trompe pas, à Edmonton. Dans les dernières minutes, on y va d'une course incroyable en fin de match, dans les minutes 88-89. C'est qu'ils vont bien ensemble, ces joueurs-là, puis on a bâti vraiment des éléments qui se complètent. Ensuite, on a une belle profondeur aussi avec des Donnell Henry, Derek Cornelius, Christian Gutiérrez, des gars qui peuvent supporter un petit peu tout le monde. Au niveau des milieux centraux, ben, on n'a pas le choix de parler du légendaire Atiba Hutchinson, qui est une sommité dans le monde du soccer canadien. Quand même 39 ans, première division turque, ne pourra pas être titulaire à tous les matchs. On a quand même un Liam Fraser et Samuel Piet pour les épauler. Donc, on est bien nantis ici. On joue souvent avec un seul défenseur, un seul milieu centraux défensif du côté de l'équipe canadienne. On met plus de place pour l'attaque et ça nous amène un Stéphane Eustachio qui est un petit peu devant Hutchinson pour la plupart du temps là, dans notre alignement A. Ça aussi, c'est une révélation de ces matchs de qualification-là. 25 ans, joué en première division portugaise, a signé dans les dernières semaines avec le plus gros club du Portugal, le FC Porto. C'est un joueur qui est excessivement technique puis qu'on gagne à découvrir, là. Ouais, bien sûr. Il me semble, hein, parce que comme je te dis, hein, j'ai découvert aussi un petit peu ces Ouais. joueurs là, grâce aux qualifications. Il me semble que c'est un joueur de relativement petite taille, mais Ouais. très technique. Il me fait penser justement un petit peu à un Torres ou un Mihailovic avec le CF Montréal qui avec il se déplace beaucoup de volume de jeu, qui va toucher beaucoup de ballons. Et, euh, et une fois de plus, c'est une complémentarité avec tes milieux plus défensifs qui, eux, on va dire, sont plus dans la récupération et dans la relance pour ensuite laisser des joueurs comme euh, c'est Eustachio ou comment Eustachio, Eustachio, ouais. ouais, Stéphane Eustachio, ouais. Ouais, Eustachio qui justement, eux, vont, comment dirais-je, eux vont plus avoir un rôle offensif. Donc, non, une fois de plus, même dans le milieu, tu sens cette complémentarité-là qui est C'est toutefois importante. la position qui est peut-être la plus névralgique pour l'équipe canadienne, la plus délicate. On manque un petit peu de profondeur. Oui, on a Jonathan Osorio, Marc-Anthony Kaye, mais autant du niveau défensif-offensif, ce n'est pas la position qu'on est le mieux nanti. Ça nous mène à une attaque qui est sensationnelle. Euh, Évidemment, du côté gauche, on aime avoir en latéral gauche Alphonso Davies, le joueur vedette de l'équipe canadienne, 21 ans, un titulaire avec le Bayern Munich, est rendu avec une valeur de plus de 70 millions sur Transfer Market. Au niveau central, Jonathan David,
22 ans, qui joue à Lille, a permis à l'équipe française de gagner la première division. Il est rendu avec une valeur de plus de 50 millions. On est capable d'avoir un one-two punch avec Kyle Larin, tu l'as mentionné tantôt, un petit peu plus d'expérience à 26 ans en première division turque, plus de 10 millions de valeur. Et du côté droit, Tayan Buchanan, qui vient d'être transféré du Revolution en MLS en première division belge. Et lui, c'est 23 ans, aussi plus de 10 millions de valeur. Donc, on parle ici de 4 joueurs qui sont très jeunes, très dynamiques et qui sont polarisants pour l'équipe canadienne. Bien sûr, et c'est des joueurs, écoute, là même comme tu dis, Buchanan qui vient de signer, je crois, c'est au FC Bruges en Belgique, c'est des joueurs qui en plus connaissent la compétition de haut niveau dans leur club respectif. Écoute, tu vois Jonathan David qui est en train de jouer la Ligue des Champions avec Lille. Écoute, ça peut que lui apporter aussi de l'expérience qui peut lui à son tour apporter au sein de l'équipe canadienne. Ouais. Donc c'est des joueurs c'est des joueurs aussi qui sont titulaires dans leur club. C'est des joueurs, enfin, je prends surtout l'exemple de Jonathan David, de Alphonso Davies, qui sont aussi des leaders dans leur club. Donc qui apportent aussi une sorte de confiance, une sorte de sérénité au sein de l'équipe canadienne. Et j'ai l'impression que c'est des joueurs qui dictent le tempo et toute l'équipe suit ce tempo-là. Et écoute, on n'a pas le choix de les suivre, je pense. Exactement. Et écoute, moi, ce que je trouve ça beau, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est que oui, c'est des stars, surtout offensivement, mais Alphonso Davies n'a pas joué, je crois, les 3-4 derniers matchs. Et finalement, on s'en est même pas rendu compte. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, oui, il va apporter une plus-value, c'est un plus. Mais même quand il n'est pas là, on arrive à compenser. Et je pense que ça montre l'état d'esprit dans lequel est l'équipe canadienne en ce moment. Et je réutilise le mot qu'on utilise depuis tantôt, la complémentarité. Alphonso Davies, Tayan Buchanan, Davies à gauche, Buchanan à droite, ça amène énormément de vitesse, de technique. Donc, ce sont des gars qui sont très rapides, ballon au pied. Et on a des finishers extraordinaires en Larin puis Jonathan David. Il faut que les gens comprennent que Jonathan David joue en première division française, mais en ce moment, il est attiré par des clubs qui veulent l'avoir dans leur giron. On a entendu parler du Real Madrid, on a entendu certains clubs de première division anglaise. Il va se ramasser dans un club majeur parce que oui, il est si bon que ça, Jonathan David. Un Canadien à 22 ans, c'est extraordinaire d'entendre parler de ça. Là. Ah ouais, écoute, donc l'année dernière, déjà, il avait connu une fin de saison incroyable. Moi, je joue avec les amis, là, on a une application qui s'appelle Mon Petit Gazon. Là, c'est un jeu de soccer où il faut que tu choisisses des joueurs. Je l'avais pris. Écoute, il m'a permis de gagner un maillot grâce à lui. Donc, non, vraiment, il a des super statistiques, mais très bon joueur. Il avait mis du temps je me souviens à Lille, il avait mis du temps avant de décoller, performer, de décoller. Et l'entraîneur à l'époque, c'était Galtier, lui avait fait confiance. Et une fois qu'il était parti, on ne pouvait plus l'arrêter. Écoute, début de saison incroyable cette année. Je crois qu'il est déjà rendu à 13 buts, il me semble, en championnat. Les 4-5 derniers matchs avec un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est normal pour un attaquant un peu. Et dernier match. Beaucoup de voyagements pour lui. Là. En plus, beaucoup de voyagements. Extraordinaire. Là. Plus Lille, hein, il joue la Ligue des Champions aussi. Écoute, plus les matchs avec Team Canada. Écoute, lui, ça a été. Je pense que physiquement, là, il avait besoin de souffler un petit peu. Mais écoute, son dernier match, il a encore marqué là, contre Clermont. Là, il a marqué, et derrière eux, on a d'autres bons jeunes joueurs qui progressent. Liam Miller, 22 ans, première division suisse. Ike Ugbo, 23 ans, première division française. Est-ce qu'on peut parler dans leur cas de ces 21 à 27 ans d'une génération dorée qui vont paver la voie pour une tonne de futurs joueurs de soccer très, très prometteurs, puis qu'eux-mêmes vont pouvoir amener l'équipe canadienne de soccer à leur plus haut niveau jamais vu. Là. On n'a jamais parlé autant de jeunes stars canadiennes. Alors écoute,
je pourrais pas forcément te répondre à ça parce que je les connais pas. Écoute, ces joueurs, c'est des joueurs, j'ai pas eu la chance de les voir forcément évoluer. Mais ce que je peux te dire, et ce qui est une certitude, c'est que le niveau des joueurs canadiens a vraiment augmenté. On commence à en parler de plus en plus. C'est une nation qui commence à trouver ses marques dans les rangs mondiaux. Et écoute, ils vont, enfin, c'est quasiment sûr. Statistiquement, je pense à 95%, ils sont déjà sûrs Ouais. de se qualifier parce que même s'ils perdent leurs 3 matchs, il faudrait vraiment un Ça énorme serait, concours ouais, de exactement. circonstances. Puis Écoute, La Jamaïque à la maison, ça devrait être très prenable. ouais, écoute, non, enfin bon, comme on dit, on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais Ouais, normalement, si on touche du bois, ça devrait passer. Écoute, enfin, je veux dire, une équipe faire une Coupe du Monde, même le côté médiatique et le message que ça va faire envoyer aussi aux autres nations par rapport au Canada, bien, écoute, nous on est là, d'autant plus qu'ils vont faire partie d'être un pays hôte dans la Coupe du Monde après, pas celle de exact. 2022, mais la prochaine. Écoute, oui, Voilà. selon moi, là, ça y est, ils ont franchi le palier, ils ont franchi le cap c'est plus une petite nation. On Alors va oui, être on est encore présent dans loin. les 2 prochaines Coupes du Monde. Il faut. Exact. Alors je pense qu'il faut quand même être réaliste. On est encore loin du niveau des clubs Absolument. européens, des pays européens, des pays sud-américains. Je pense qu'il nous manque aussi l'expérience. Il nous manque peut-être aussi, pour le moment, on va dire, enfin, l'équipe, elle est belle, mais il nous manque encore, on n'a pas encore un énorme bassin de joueurs. Mais tout ça, 2026 est une très belle fenêtre d'opportunité pour l'équipe canadienne dans ce cas-là. Là. exactement. Puis si tu arrives à faire cette Coupe du Monde 2022, comme je te dis, là, il n'y a pas de secret. Là. Oh là là, ce bassin-là, il va continuer à augmenter et que tu le vois aussi, et je veux dire de pouvoir avoir aussi bien des Canadiens qui performent dans l'équipe canadienne, mais aussi à l'étranger, aussi bien en Europe. Écoute, ça donne encore plus de crédibilité à ton équipe. Et de plus en plus, la MLS aussi est un championnat qui se développe. On va être de plus en plus les académies, on le voit aussi avec le CF Montréal ou plein d'académies en MLS qui commencent à développer de plus en plus de joueurs. Donc, les joueurs que tu m'as cités, je ne sais pas si c'est des pépites ou pas, je ne les connais pas, mais ce que je Mais peux on les a quand t'affirmer. même, nos pépites. Là. On a les Exact, Davies, mais David, Eustakio, Buchanan. Juste là, exactement, on il ne faut les pas a. oublier. Là. Ouais, écoute, ouais, comme tu dis, ils ont 21. Écoute, c'est des jeunes joueurs. Mais ce que je te garantis, c'est que des pépites comme ça, on va en sortir de plus en plus. Ouais. Et ça, c'est certain. Et Puis, le football canadien se développe et il va continuer à se développer. les gens doivent réaliser que d'ici un mois, on pourrait avoir notre confirmation pour la Coupe du Monde. Puis, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre de notre couverture sur le CF Montréal. On cherche souvent l'événement du moment, hein, le buzz à Montréal, mais il est là et les gens doivent sauter dans le train le plus rapidement possible et ne pas commencer à s'intéresser à cette équipe lorsque ils vont voir un match en novembre au Qatar à la télévision. On doit s'y intéresser, on doit mettre notre attention, on doit sauter à pieds joints dans cette aventure qui est celle de l'équipe nationale canadienne parce que c'est franchement excitant de regarder les matchs de soccer de cette équipe-là. Puis comme tu dis, on ne s'attend pas à de grands résultats en Coupe du Monde, mais on doit être fier du processus et j'invite les gens à s'y rallier parce que c'est un événement en tant que tel là, de suivre cette équipe-là. Là. Ah, ils font vivre des émotions. Écoute, puis même, je me souviens du match, là, Mexique aux États-Unis, je confonds toujours Ouais. les deux matchs. Mais à Edmonton, quand là, ils marquent, ils vont tous sauter dans la neige. Mexique, ouais. Écoute, c'est des images, moi, qui resteront gravées. Là. Écoute, Ça fait le tour du monde. ah ouais, et ça a fait le tour du monde hein, sur les réseaux. Écoute, sur mes groupes en France, là, ça en parlait justement. Ouais, ouais, non. Non, comme tu dis, il faut surfer sur cette vague-là là, et prendre le bon train. Et on va dire éviter de faire un petit peu comme à Montréal, justement, on parlait de Exactement. ne pas saisir les opportunités. Là, elles sont là. Et pour de vrai, là, aller encourager l'équipe canadienne. Puis même, c'est du beau jeu. Là. Elle fait vivre des émotions. Écoute. Et ça, Le foot, c'est on pourrait en parler longtemps, mais c'est un autre dossier. L'équipe médiatique, l'équipe marketing aussi, plutôt de l'équipe nationale masculine, a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à mousser son produit. Bien là, ils ont tout ce qu'il faut, puis j'espère que ça va être partout au Canada, que ça va être tapissé sur les tableaux près des villes.
qu'on doit vraiment voir des photos, justement, des Davies, des David, des Borian à Montréal, des Johnston, des Miller aux couleurs de l'équipe canadienne. Ils ont un travail à faire aussi et j'espère que ce sera fait parce que j'ai franchement très, très hâte d'analyser avec toi en marge de la Coupe du Monde les équipes et le Canada sera une d'entre elles. Là. Ouais, non, exact. Comme on appelle, tous sous le même maillot, tous sous le même fanion. Puis, Voilà. écoute, en plus, mais c'est drôle, en plus, ce que tu dis, j'ai regardé pour aller acheter justement le maillot du Canada. J'essaie de le trouver sur Internet. Puis, impossible de le trouver en ce moment. Il y a Rupture un de stock. buzz. Il y a un Ouais, buzz. rupture de stock partout. Donc, je me dis, c'est bon signe. C'est bon Donc, signe. 24, 27 et 30 mars, les 3 dernières parties, dès le Canada pour être qualifié, dès le 24 mars contre le Costa Rica. Donc, ça sera à garder avec un œil très, très attentif. Et dans le cas du CF Montréal, bien, justement, les résultats vont arriver. On va avoir le match retour la semaine prochaine de la Ligue des Champions. On va essayer de se rendre le plus loin possible. Sinon, je pense que c'est important de ne pas s'arrêter justement sur ce début de saison en dents de scie, peut-être en MLS. On va essayer de se rendre le plus loin possible. Et ça aussi, il faut créer un buzz à ce niveau-là. La Ligue des champions est un événement majeur. Si on peut se rendre le plus loin possible, ça amènerait vraiment la couverture que le club a le besoin. Et on en sera simplement tous bénéficiaires. Donc, David, je te remercie beaucoup pour ta contribution, autant pour ton analyse sur l'équipe du CF que sur l'équipe canadienne. C'est franchement intéressant de toujours avoir ton point de vue là-dessus. Puis, c'est le fun de parler avec un passionné de soccer. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, Étienne. Le plaisir est partagé. Puis, comme tu dis, là, faut pas hésiter. Allez au stade, prenez vos billets, allez encourager. On est chanceux d'avoir à Montréal une équipe professionnelle. On est Voilà. chanceux d'avoir une équipe canadienne qui performe. Donc, allez au stade, allez encourager ces équipes. Puis que l'avenir nous réserve de belles choses, j'en suis certain. Je ne pourrais mieux dire et on va conclure là-dessus. Alors, merci à David, merci aux auditeurs d'avoir été présents pour cette édition 100% Soccer. J'espère que ça vous aura plu d'avoir deux sujets distincts comme ça. C'était très, très intéressant de te parler, David. Et on se reparle dans la marge justement d'une prochaine analyse sur le soccer à Montréal et au Canada. Alors, merci à tous et à une prochaine.